Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo! Bonne année! Bonne année, bon réveillon si vous écoutez ça le 31. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, un bon Noël. Aujourd'hui, c'est notre épisode des In and Out de 2025. C'est vraiment des spéculations sur qu'est-ce qui va se passer dans le zeitgeist. C'est pas nécessairement des choses qu'on souhaite. Exact, c'est par rapport à nos observations, parce que depuis plusieurs années, on voit le modèle des In and Out revenir sur Internet, les gens publient leur In and Out, puis cette année, j'en consultais plusieurs, puis c'est comme un peu des aspirations pour l'univers que les gens envoient. Moi, j'espère. Moi, c'est ça. Tu dis que la montée du fascisme, c'est in, ça veut pas dire que t'es pour ça. Ok, ouais, non. Comme moi, l'année passée, j'avais écrit les out, les woke. C'est arrivé pour vrai. Juste mentionner aussi que j'ai un article dans La Presse le 5 janvier. C'est un peu la même formule que l'article que j'avais écrit pour La Presse l'année passée. Donc, 5 tendances à suivre pour la prochaine année. Toutes les choses que j'ai mentionnées dans cet article-là, j'en parle pas aujourd'hui. Donc, allez le lire. C'est censé sortir le 5 janvier. Là, on n'a pas fait le montage encore, évidemment, mais ça se peut qu'on inclue plus de bruits étranges, gracieuseté de l'artiste québécoise Catherine DM, qui a fait un espèce de sound package. Je viens d'acheter 150 de ses sons, puis je vais mettre dans les notes de l'émission le lien pour se procurer ce paquet de sons. Mais merci à tout le support sur Patreon pendant le temps des fêtes, tout le monde qui a reçu Café Snake, abonnement Patreon. Vous pouvez donner ça comme cadeau à l'année longue, des cadeaux de fête, peu importe. C'est ça que c'est 2025, qu'est-ce qui est in? C'est Café Snake, en fait, c'est la seule chose. Première prédiction de Mounir. Bonjour à toutes et à tous, ici Dr Alexandre Hudon, je suis médecin psychiatre dans la région de Montréal. J'espère que vous allez bien. Luigi, what's it like in New York City? I know when you get to prison, you got something planned for Diddy. Luigi Mangione. Luigi Mangione. Luigi Mangione. Luigi Mangione. Tu sais quoi, boy? Hey, mon envie de manger roule la soupe chinoise. Mon envie de manger roule la soupe chinoise. Yeah. Si toi t'es avec mon envie à manger une bonne la soupe chinoise. Roule la soupe chinoise. L'effervescence des fêtes se fait déjà sentir à Polytronique. N'attendez pas à la dernière minute pour trouver le cadeau unique. Il a pas les mots des McDonald's. Tcha, ça pas égal. Il a un amour, la place, prend une bonne super marat. Et on s'appelle classe moyenne, les colocs c'est déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? On s'appelle classe moyenne, on est rendu coloc ici dans un village. J'espère que vous allez bien. Tu sais quoi, boy? Moi, je vais manger roule la soupe chinoise. Roule la soupe chinoise. Si tu savais comment on vise à manger une bonne la soupe chinoise. Roule la soupe chinoise. Roule la soupe chinoise. Ouvre le bal. Pour vrai? Ouais. Aïe, aïe. J'ai nommé ma première tendance à suivre la sacoche saga. Ok. Parce que je pense que les sacoches, ça risque d'être au centre de plusieurs débats de société. Tu me crois? Non, mais vas-y. Je parle de la sacoche de luxe, qui est quand même un objet assez important dans l'économie de l'attention avec les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est un symbole, un signe, un exemple type dans la crise de l'authenticité qu'on traverse. Et dans une réalité un peu comme à la Baudrillard, où c'est difficile de distinguer, de faire la différence, voire même impossible, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. So these bags are identical, but one is real and one is fake. Can you tell me which one is which? Hello, I'm Pauline, and today we are going to authenticate together a Birkin bag. Which one do you think is fake? Est-ce que c'est encore possible de distinguer le vrai du faux? Est-ce que c'est même souhaitable ou important? Je pense que la sacoche saga, c'est intéressant justement parce que ça remet en cause la différence qui existerait entre le vrai et le faux. Parce que
non seulement les sacoches sont importantes dans l'économie de l'attention, ils sont utilisés par les créateurs de contenu pour renvoyer à un statut social ou à un statut économique particulier. En parallèle, tu as toute une industrie du dupe, de la contrefaçon qui fleurit en ce moment, notamment à travers TikTok, à travers des sites comme AliExpress, DHgate. T'es sûrement déjà tombé sur un sacoche stream sur TikTok, mais c'est la vente vidéo, donc la vente en direct, où il y a des gens qui te vendent des sacoches Louis Vuitton ou Hermès, mais de contrefaçon. Picture is for every bag checkout, alright? This one, it is for every bag. You pay for every, how to say, this is standard link for you to pay every purse. Click buy one and you can get a... Je pense que la sacoche de luxe et la contrefaçon de luxe remet en cause la différence qui existe entre le vrai et le faux, le réel et l'imaginaire. Puis là, évidemment, ben, tu sais, je fais toujours référence à l'hyper-réalité, mais c'est parce que j'ai finalement lu Simulacre et Simulation de Baudrillard pendant les vacances. Fait que je risque d'en parler quand même. Qu'est-ce qui sépare la sacoche réelle, donc la vraie, de sa contrefaçon? De son imitation. La différence est de moins en moins visible. Il y a de nombreux authentificateurs sur le marché, notamment parce que en ligne, le commerce secondaire, c'est-à-dire des gens qui ont des items de luxe puis qui les revendent à travers des sites comme The Real Real, donc des sites de consignation, il a vraiment pris son envol depuis quelques années. Tous ces sites-là font de la revente de marchandises luxueuses. Fait que là, rentre en ligne de compte le travail de l'authentificateur, puis son travail à cette personne, c'est vraiment d'authentifier la marchandise, de dire si oui ou non c'est vrai ou c'est faux. Et c'est au centre quand même de ce marché-là. Ce marché-là s'écroule le jour où on n'est plus capable de faire la différence entre le vrai et le faux. Comme je te disais tantôt, la différence est majeure entre le prix déboursé pour une contrefaçon et l'objet réel. Tu sais, entre 100$ puis 20 000 $, il y a vraiment un esti de fossé. Ce fossé-là crée une anxiété, un malaise. Il y a aussi de plus en plus d'influenceurs sur TikTok qui spécialisent dans l'authentification et même la dissection de sacoches de luxe. Je pense notamment à Tanner Lederstein, qui apparaît souvent sur mon feed, qui dissèque des sacoches, qui les, littéralement avec des X-Acto, qui les découpe, qui les défait. Il les détruit finalement, ces sacoches-là, puis il va commenter le savoir-faire des artisans qui les ont construits, il va commenter la qualité du cuir, puis il répond toujours à la question « Is it worth it? » How good or bad could this $3,000 Prada bag really be? So I did what I was going to do in the first place, and I dissected it. The dissection revealed a curious mix of evidence. Low-grade hardware confirmed my suspicions, with no manufacturer code behind, a detail my hardware expert deemed very suspicious. Yet, other elements told a different story. Il y a aussi cette tension-là entre la valeur sur le marché de la sacoche et sa valeur réelle, la valeur du savoir-faire, la valeur du travail qui a été mis là-dedans. Il y a quelque chose de très ASMR aussi là, dans le fait de voir des sacoches, des objets extrêmement chers se faire détruire sous nos yeux. Puis là, en ce moment, il y a vraiment beaucoup d'histoires de sacoches sur TikTok. Il y a le Birkin du Walmart, donc Birkin qui est une sacoche d'Hermès. C'est un sac à main qui a été conçu dans les années 80, fabriqué à la main. Puis quand on achète un sac Birkin, puis ça on l'a déjà dit dans une autre émission, mais c'est un peu comme investir dans une action parce que la cote du sac Birkin, elle suit une courbe ascendante. C'est-à-dire que le sac à main gagne de la valeur. Il y a un nouveau sac qui ressemble en tout point au Birkin qui se vend au Walmart qu'on a baptisé le Wirkin. Here's a new blind item that is allegedly about how the Walmart Birkin dupe is affecting the real Birkin sales and how Hermès has gotten rid of the requirement that you need to spend a certain amount of money before you can buy a Birkin. Everything in this video is alleged, not confirmation of validity of allegations. Là, t'as les sœurs Darnell, qui sont deux filles de l'Alabama. Les sœurs Darnell, dont une est assez connue, c'est une figure assez forte de ce qu'on appelle le Bama Rush ou le Bama Tuck, quand les sororités vont faire le recrutement en début d'année à l'Université d'Alabama. Il y a toutes sortes de contenus sur TikTok qui sort là-dessus. Ça symbolise aussi comme l'espèce de classe privilégiée, blanche, américaine, républicaine même. Toute la mise en scène de cette opulence-là attire beaucoup de gens. Cette fille-là, Kylan Darnell, qui, avec sa sœur, font un unboxing de leur cadeau de Noël. Des sacoches Chanel, des escarpins Chanel, puis ça finit plus. Puis les gens ont très vite
identifié le fait que c'était pas des items réels, c'était des contrefaçons que tout le monde peut acheter à 10, 20, 30 $ sur le site DHgate. Évidemment, elles se font accuser de pas être honnêtes, de mentir, de cacher la vérité, tout ça. Ces filles-là représentent pour beaucoup de gens un modèle aspirationnel. Donc, on aspire à quoi? À l'hyper-réel, au fait d'être des filles qui fake l'opulence. Ce modèle aspirationnel finit à travers la sacoche de luxe par révéler ses cracks. Puis on comprend que le train de vie qu'elle nous vend est même pas réel, et même pas nécessairement possible, en fait. Que c'est une mise en scène. Pour se défendre, une des sœurs Darnell fait un TikTok et dit « Ben voyons donc, je pensais que ça avait toujours été su, puis que c'était pas un problème, que nous, ce qu'on vous montre, c'est à la fois du vrai et du faux. » Elle a dit ça? Ouais, la sacoche de luxe encapsule finalement le paradigme dans lequel on vit, l'hyper-réalité. Puis je pense que ça va encore faire parler parce que la contrefaçon, elle prend de l'importance, parce que les contrefaçons qu'on peut acheter maintenant sur le marché, c'est très facile sur Internet. Elles sont luxueuses, hein, elles sont faites parfois même à la main, avec justement des matériaux qui sont raffinés, du bon cuir, etc. Je pensais aussi à une autre influenceuse que je vois beaucoup sur TikTok, Bethany Frankel, qui est une ancienne housewife. C'est drôle parce qu'elle est vraiment dans l'espèce de théorie du complot par rapport à tout ce qui se passe au niveau des drones au New Jersey. Donc, les gens voient apparaître des drones dans le ciel. Elle a commencé à parler de ça, puis elle a vu que ses vidéos se faisaient effacer et disparaissaient de TikTok. Donc, elle a commencé à utiliser un nom de code pour parler des drones. Puis son nom de code, c'est quoi? C'est Dior Bag. Dior Bag. Fait qu'il y a cette idée aussi que la sacoche de luxe devient littéralement un mot codé pour parler d'autre chose. Fait que... Mais là, c'est read too much into it, genre, pour vrai, ça, c'est... J'en ai ce cul. Genre, ils vont faire des spoofs de Café Snake, puis c'est genre... Je vais conclure avec une citation de Baudrillard. Lorsque le réel n'est plus ce qu'il était, la nostalgie prend tout son sens. Ça, je suis d'accord. Dans un état où c'est de plus en plus difficile de faire la différence entre le vrai et le faux, surtout dans le marché de la luxure, vers quoi on va se tourner? Les archives, les archives. Archival fashion! Moi, au premier in, qui est quand même évident, mais que je veux comme mettre à la table tout de suite, puis qu'on a déjà vu comme les signes de ça, c'est vraiment le Trump Circus. Ça va vraiment marquer cette année. Je pense qu'on a oublié un peu c'était comment quand Trump était président. Tweet, après gaffe. Juste cette semaine, là, il y a 2 jours, Donald Trump voulait envoyer des messages textes à ses amis. Il voulait envoyer des félicitations pour un mariage. Il voulait envoyer une espèce de late night text à Elon Musk. Au lieu de les envoyer par message texte, il les envoyait sur Truth Social. Donc on pouvait voir que Donald Trump presque... Truth Social, c'est le... C'est son média social. Fait que dans le fond, il le postait sur Internet au lieu de l'envoyer en privé en message texte. Ouais. Tu vois le message texte, c'est « Yo, on s'ennuie full de toi. When are you coming back to, entre guillemets, the center of the universe. » Comme si... Mar-a-Lago. Comme si c'était genre une citation de Elon qui reprenait que Trump adorait, tu sais. Il y a comme une espèce... Leur relation est très... Pendant qu'il y a une guerre civile dans le mouvement républicain, dont je vais parler plus tard, mais eux, ils s'envoient des petits messages textes à late night pour dire qu'ils s'ennuient de l'autre. Est-ce que tu penses que cette espèce de fuite ou cette erreur-là est orchestrée, planifiée? Je pense pas qu'elle est orchestrée, non, du tout. C'est pas une mise en scène. Non, je pense vraiment que c'est un L, c'est genre une erreur. Mais comment tu fais pour, à la place de texter quelqu'un, publier sur ton réseau social? Ça dépend qu'est-ce que tu utilises pour texter avec la personne. Je sais pas sur quoi le président parle. C'est-tu sur Signal? C'est-tu sur WhatsApp? C'est-tu sur Telegram? Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent pour communiquer entre eux, mais peut-être c'est sur un ordi qui texte. Parce qu'on a vu dans son documentaire, le Art of the Search, je pense qu'on voit que c'est pas lui qui écrit ses publications sur Truth Social. Il les dit à voix haute, puis quelqu'un les retranscrit. Ouais. Fait que moi, je pense qu'il a dit ces choses-là à voix haute, puis la personne à côté de lui l'a mal écrit. Fait que ça, c'est le cirque Trump. C'est le cirque Trump qui va comme être omniprésent. Puis nous, au Canada, on l'a vraiment testé en premier parce que Trump a réalisé qu'on n'a rien à foutre du Canada. Si Trump dit quelque chose sur le Canada, ça va être au centre de notre actualité pendant des semaines puis des semaines. Ça va faire tomber le gouvernement. Tu sais, c'est comme littéralement ça qui est arrivé. Ben voyons. Ben oui, Justin Trudeau a failli démissionner, que Chef Whelan a démissionné à cause
des tarifs de Trump. Là, elle voulait qu'on était comme « Ah, il faut qu'on garde de l'argent, on peut pas donner des chèques à tout le monde, blablabla. Je démissionne. » Tu sais, tout ça, ça serait pas arrivé si Trump avait pas fait de pause sur le Canada, s'il était pas complètement en train de ridiculiser le Canada, s'il était pas en train de diviser le Canada, parce qu'il y a plein de gens qui veulent rejoindre les États-Unis au Canada, genre mine de rien. On oublie un peu, comme quand Trump était président, qui fait des bombardements en Iran, puis que pour comme réponse sur Twitter, comme annonce, il fait juste publier le drapeau des États-Unis en photo sur Twitter. Troll, rage bait à échelle mondiale. C'est une machine médiatique. Fait que c'est comme juste, ça va être ça comme un peu notre réalité pendant les 4 prochaines années, puis c'est cette année que ça va vraiment prendre forme. Puis oui, Trump 2.0, Trump nouvelle administration a l'air différent, mais au niveau des coms, il est encore... il veut générer l'attention, il veut qu'on le trouve drôle, il veut qu'on l'aime, puis il veut nous en donner. Que Trump, il parle et il se filme, il fait des discours, il prend des questions des journalistes, il va donner des longues entrevues. C'est le cirque médiatique. Donc, tout le contenu que Trump crée, tu sais. Quand ils ont tué le chef de l'État islamique, à 11h30 le soir, il sort faire un discours d'1 heure, pas de script, il fait juste parler. Il est comme « He died like a dog, he cried », du stand-up, tu sais. C'est vraiment un gros in, c'est mon premier in de l'année. Puis fais donc un out tant qu'à y être. Ben, c'est ça, mon premier out qui est juste comme trop évident. C'est pour ça que j'ai mis le premier au début. Trudeau out. Radio-Canada Discourse. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ça, c'est un out en soi. Ouais, parce que Trudeau va perdre les élections. Le Parti libéral, en fait, va perdre les élections. Une des grosses promesses de Pierre Poilievre, c'est de définancer la CBC. Il dit qu'il veut pas nécessairement définancer Radio-Canada. Mais juste tout le discours sur Radio-Canada va venir quand Poilievre va rentrer. J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser. J'ai hâte de voir à quel point il va miser là-dessus pendant les élections. On voit déjà que le changement de ton a vraiment commencé à Radio-Canada, où est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de collaborateurs qui sont adjacents aux conservateurs. Je regarde pas Radio-Canada en anglais, le CBC, là, mais je parle au Québec. Il y a clairement eu une espèce de changement de ton par rapport aux idées conservatrices à Radio-Canada. C'est comme la préparation à ce que Poilievre rentre. Fait que je pense qu'une fois que Trudeau va avoir perdu, j'ai hâte de voir si on va vraiment comme définancer Radio-Canada. Ce serait comme... Mais justement, dans la foulée de ça, c'est pas très surprenant par rapport à nos discussions qu'on a déjà eues sur la podcast, mais j'ai mis out les médias d'héritage. Après, je pense que... Ou on pourrait même appeler les médias d'héritage des médias établis, c'est-à-dire des médias qui existent, qui ont déjà comme un système enraciné dans le paysage culturel. Puis tu sais, c'est pas que je pense que ça va disparaître totalement, là, mais je pense que de plus en plus, tu sais, on l'a vraiment remarqué en 2024, il y a une forme de perte non seulement de confiance répétée, que ça soit avec le génocide à Gaza, la couverture du génocide, la pandémie, mais même tout récemment, l'histoire de Luigi Mangione, hein, comment les médias d'héritage ont traité cet événement-là. Le traitement médiatique. Le traitement médiatique de cet assassinat-là, contrairement à qu'est-ce que les gens disent, pensent réellement sur les réseaux sociaux. Mais tu sais, on voyait le décalage. Une perte de confiance, oui, mais aussi, j'ai l'impression, comme une perte de contact avec le monde. Puis ça, on l'a déjà vu, tu sais, notamment dans la couverture de la campagne électorale américaine, quand ça s'est vraiment passé dans les memes. Aussi, juste perte de popularité. Là. Manque de budget, j'allais dire, tu sais, ça va de... Mais manque surtout d'expertise. Le nombre de fois qu'on m'a appelé pour que je passe à Radio-Canada le soir en direct pour commenter un sujet d'actualité, puis c'est tellement peu payé. C'est pas payé a priori, c'est juste... Sur le les médias d'information, c'est comme si c'était fallait que je rende service à la population en allant travailler gratuitement. Fait que je dis tout le temps non, mais manque d'expertise. Après ça, les recours aux experts, ça fonctionne pas non plus, parce que quand on parle de commenter la culture web, c'est quelque chose qui se fait pas nécessairement dans un paradigme universitaire où il y a des études qui sont approfondies, qui prennent des années à faire, de la collecte de données, etc. On est dans un rapport avec l'actualité. Puis après ça, je trouve qu'il y a eu un fort développement aussi des médias alternatifs dans les dernières années, puis pas juste un développement de ces podcasts ou chaînes YouTube ou infolettres, mais aussi le public est de plus en plus attaché à ces médias-là. Ça me fait penser, notre discussion me fait penser genre à un tweet que j'ai tweeté, non, que j'ai blue skyé. Oh, by the way, un affaire qui est out dans ma liste, si on veut y aller tout de suite, c'est Blue Sky, là. Non, mais Attends. Mais Ed Zitron, qui est un genre d'écrivain qui couvre un peu la culture, pas la culture web, je dirais peut-être plus comme un technocritique, qui a écrit, puis j'avais retweeté,
Il dit que la plupart des reportages, tu sais, dans les médias d'héritage sur la culture Internet, ça ressemble à « Hey, voici ce que signifie ce meme-là. Puis il dit que c'est vraiment inutile, puis qu'on s'en fout au final. C'est comme une espèce d'interprétation vraiment en surface, puis qu'il faudrait plutôt parler de l'interaction entre Internet et la vie physique, parler de la façon dont Internet change les gens, nous façonne, et non pas des absurdités réchauffées et à moitié cuites du type « Oh my God, I'm hip », genre « je suis branchée ». Fait que c'est pas juste une affaire de décoder tel nouveau mot ou telle nouvelle référence. Mais je pense que chaque chose c'est a vraiment... sa place, genre, tu sais, comme ça dépend. Oui, mais ça serait correct si, comme, on décode un mot, mais il faut toujours aller plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire de façon sociale? Ça pointe vers quoi? Quel phénomène? Genre? Moi, je veux rajouter un out live. Ben, je l'ai dans ma liste, là, mais Blue Sky est complètement out. Là. OK. Le trafic descend quotidiennement depuis le 5 novembre. Ça, c'est Mounir qui prie secrètement, genre, pour que Blue Sky... Non, je prie pas secrètement. Je fais juste dire... Fail. Je fais juste dire, il y a plein de gens qui étaient comme full... Puis tu sais, juste le... Tu sais, j'ai eu genre une espèce de tweet exchange, là, avec Blue Sky Exchange, avec les dudes des décrypteurs, puis ils étaient comme « Ah non, mais le network effect, c'est très fort, tu vas voir. » Là, je suis comme « Ok, les boys, man, comme thumbs up. » Allez voir le graph du trafic quotidien de Blue Sky, ça fait que descendre. Même ces dudes-là, je pense que j'en ai revu un qui tweet maintenant. C'est comme tout le monde va revenir progressivement sur Twitter. Ou peut-être, ils vont juste peut-être... lâcher les text-based. Ça va être ça, là, le shit. C'est comme, non, mais dans le fond, moi, j'ai abandonné les réseaux sociaux. C'était trop pour moi, anyways. Fait qu'on va laisser Jeff Fillion run Twitter. C'était vraiment nice. Genre, moi, cette grosse débandade, le shout-out aux gens à gauche qui sont encore sur Twitter, parce que partir, genre, c'était tellement lâche, real shit. C'est mon vraie opinion, là, dans les post-mortem de l'année. Mais ça dépend, comme on va... Si tu te fais harceler, good, désactive ton account. Non, mais moi, je veux pas nécessairement revenir à ce débat-là qu'on a déjà couvert, mais je veux pas nécessairement... Je partage pas ton opinion, puis je pense que c'est très contextuel. Tu sais, qu'est-ce que tu recherches à travers ce média-là? Comment tu l'utilises? Qui t'es? Si t'es comme un reporter, un journaliste qui doit couvrir les médias sociaux, la culture web, la politique, t'as intérêt, du moins, pas nécessairement à publier sur Twitter, mais à y jeter un coup d'œil. Moi, je parle pas nécessairement des gens en général. Si les gens, ils trouvent que dans la vie, ils veulent... Moi, je parle des power users. Je parle des power users. Puis c'est pas juste des journalistes ou des reporters. Il y a des gens qui ont passé comme les 5, 6, 7 dernières années de leur vie à cultiver un following sur Twitter pour aucune raison. C'est des power users. Ils publient quotidiennement. Des fois, ils ont des tweets qui go semi-viral. Ces gens-là, qui ont quitté, puis qui s'identifient plus à gauche, qui ont laissé Jeff Fillion, puis genre Jonathan Hamel, puis tous ces dudes-là de Québec, de droite, genre run Twitter. Mais c'est juste un L. C'est comme, qu'est-ce que ça nous avance? Anyway, c'est mon take là-dessus. Blue Sky est out. Ils vont tous revenir sur Twitter ou ils vont quitter les réseaux sociaux. Bon, mais j'y vais avec un in. J'ai écrit la normalisation de la chirurgie esthétique invasive. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec la filler fatigue. Donc, tout ce qui est injectable, on a beaucoup parlé dans les dernières années de filler migration, donc les agents de comblement que tu t'injectes dans le visage qui finissent par bouger, déformer un peu ton visage, créer ce qu'on appelle une pillow face, donc une espèce de visage bouffi. Des injectables qu'on a souvent vendus comme étant réversibles en injectant une enzyme, puis finalement on se rend compte que non, des fois ça crée des dommages ou ça affecte ton visage de façon permanente. Donc ça, c'est la filler fatigue, puis c'est comme si la fameuse face Instagram que la journaliste Gia Tolentino avait forgée en 2019, mais c'est comme si elle avait mal vieilli finalement. Là, on se rendait compte que, oups, ok, c'était peut-être pas une si bonne idée. Puis je pense que, parce que le monde de la chirurgie, le monde de l'esthétique, c'est quand même une business qui fait beaucoup de sous, on commence de plus en plus à mettre de l'avant des chirurgies esthétiques invasive. Donc, passer sous le bistouri, notamment le lifting facial. Moi, je vois de plus en plus d'influenceurs ou d'influenceuses de lifting sur TikTok, par exemple. Ça devient plus accepté comme procédure, plus normalisé, puis c'est pas non plus seulement associé à la vieillesse, c'est-à-dire que je vois de plus en plus de femmes dans la vingtaine, voire début vingtaine, subir des liftings. Jour 22, post-opératoire. Bon matin. Bon jeudi matin, regardez. Comment je t'enfle ici encore? Fait que ça, c'est vraiment un changement, je trouve, social intéressant.
Puis c'est comme si le lifting, c'était plus quelque chose nécessairement qu'on associait à la vieillesse, mais plus au capital beauté. Donc, capital beauté, quand je parle de ça, c'est un terme qui a été popularisé dans les années 90, mais qui va référer à tous les privilèges, notamment économiques, qu'ont les gens qui sont considérés comme étant beaux ou belles. C'est aussi un rapport avec la création de soi. Tu sais, on est habitué de s'auto-créer, de se mettre en scène. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Là. Je suis en train de lire un livre d'ailleurs qui s'appelle Self-Made, qui retrace cette espèce de philosophie. Fait que dans cette perspective-là, pourquoi ne pas faire nous-mêmes nos propres visages, les altérer avec la chirurgie, parce que c'est lié à une forme d'ascension économique et sociale. Oui, il y avait beaucoup de nose job chez les jeunes, mais là, il y a vraiment beaucoup de lifting, puis il y a même ce qu'on appelle des mini-lifts. Le mini-facelift, encore moins invasif que la version traditionnelle, et sont publicisés comme étant des chirurgies qui ont une guérison beaucoup plus rapide. Je suis notamment tombée sur un compte, c'est une influenceuse chirurgie esthétique, une Québécoise qui s'appelle Chantal Denis, et aussi une influenceuse qui est dans la trentaine, qui a mon âge, pris beaucoup de drogue dans sa vie, qui est rendue maintenant sobre, et à travers ce parcours-là, elle a voulu justement gommer ou un peu effacer l'empreinte de ces années de consommation-là dans son visage. Donc, elle aussi va vlogger toutes les étapes de ces chirurgies esthétiques. Fait que je vois vraiment de plus en plus de contenu là-dessus sur les liftings faciaux. Juste mentionner au passage que c'est intéressant parce que... The Substance. Ouais, on a regardé The Substance, l'espèce de... Comment t'appelles ça? Body horror? C'est le film d'horreur satirique. Ouais. C'est ça le terme. Puis tu sais, je sais qu'il y a de la peau qui s'ouvre, puis il y a des stitches là-dedans, mais je pense que plus largement, la procédure esthétique qui est mise en scène, c'est vraiment lié à des injections. On s'injecte des fluides. Ouais, que ça... C'est comme si maintenant, c'est comme ça qu'on est en train de percevoir l'injection comme quelque chose qu'on ne peut pas vraiment maîtriser, qui est un peu hors de notre contrôle, tandis que le lifting apparaît comme quelque chose de plus safe maintenant, plus secure, plus permanent, et donc quelque chose qu'on est capable de mieux contrôler. Toi, un in? Moi, un in, j'en ai un, je pense le rage bait discourse. Dans le sens que qu'est-ce que je veux dire? Le rage bait, l'appel à la rage. qu'on a traduit ici pour l'appel à la rage, est vraiment fait partie de la conscience populaire d'Internet, mais pas vraiment à the mainstream level. Je trouve qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet qui réalisent pas que quelqu'un est en train d'essayer de rage bait. Puis je vois une espèce de mouvement de fond, de meme, de nouveaux vlogueurs qui se promènent dans les rues ou dans les parties, puis qui font du rage bait IRL. Fait que dans le fond, ils s'en vont du rage bait IRL, dans le fond, ils font de l'appel à la rage en vrai, qui s'en vont se filmer en train d'essayer de trigger du monde en disant des opinions qui font aucun sens. Et dans les commentaires, les gens vont rater le rage bait. Ils vont le donner. C'est comme 8 sur 10 rage bait. Dans le sens, les gens sur Twitter aussi, dans le monde du basket ou du hip-hop, il y a plein de gens qui vont dire des choses inflammatoires, puis en dessous, les gens vont tout de suite dire c'est comme 7 sur 10 rage bait. Les gens sont comme vraiment rendus aware que les gens font ça sur Internet, puis je pense que ça va atteindre le mainstream, qu'on va vraiment comme nommer les gens sur Internet qui font du contenu inflammatoire pour le but de générer de l'engagement. Qu'est-ce que tu veux dire? On va les nommer? Dans le sens que ça va être un phénomène qui va être beaucoup discuté. Puis on va les apprécier peut-être? On va trouver la qualité. Moi, je trouve ça drôle des fois des gens qui rage bait. Je rage bait des fois. Tu vas évaluer, on va se mettre à évaluer, à apprécier, à avoir un discours critique sur leur performance, de à quel point ils ont été capables de vexer les autres. Exact. Puis ça va créer une espèce de dédramatisation du rage baiting, parce que là, tout le monde le prend au premier niveau, tandis que des fois, c'est comme juste pour être drôle. Puis tu vois un post, il y a des gens qui ont pas du tout la même réaction, des gens qui rient, des gens qui sont fâchés. Tu sais, je pense qu'on va devenir plus... Puis même au Québec, je pense qu'on va devenir comme plus conscient de quand quelqu'un fait de l'appel à la rage. Puis on va trouver ça même drôle. Comme je pense que c'est comme un in que j'ai gut feeling que comme ça va arriver. Le rage bait discourse. Sinon, avec un out... Ça a commencé maintenant aux États-Unis, puis je croyais que ça allait commencer un peu plus tard, mais c'est vraiment comme out l'unité de la droite, genre. Puis même au Canada. Je pense que c'est vraiment fini. Parce que moi, je regarde les fans de Pierre Poilievre puis les conservateurs en ligne. Quand ils vont avoir qu'est-ce qu'ils veulent, quand Poilievre va être premier ministre, quand le Trump va rentrer au pouvoir, ces gens-là qui chaque jour sont fâchés,
publie à quel point le Canada c'est de la merde, du jour au lendemain, là, quand Poilievre va gagner, là, vous pensez qu'ils vont arrêter, genre, de se fâcher? C'est comme, non, on l'a vu avec Trump, là. Quand il il y a de la division parmi les républicains en ce moment. Je pense qu'on l'a moyen expliqué. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé dans la dernière semaine aux États-Unis, c'est que il y a une espèce de discussion autour de l'allocation de visas pour les travailleurs qualifiés aux États-Unis, spécialement dans le domaine des technologies, dans la tech, dans Big Tech. Et c'est quelque chose que Elon Musk est largement en faveur, ainsi que son associé au Department of Government Efficiency, le DOGE, Vivek Ramaswamy, sont pour. Puis ça a semé une grosse controverse. Ils sont pour ces visas-là. Ils sont pour ces visas-là, puis ils sont pour les augmenter, puis pour amener le plus de high-skilled workers aux États-Unis. Tandis que la base MAGA, disons que beaucoup de gens appellent, du côté d'Elon maintenant, appellent les MAGA-tards, trouvent que non, il faudrait voir pourquoi c'est pas des Américains qui peuvent avoir ces jobs-là, pourquoi on devrait donner la priorité aux Américains qui sont nés ici, pourquoi qu'on voudrait importer les autres du monde. Nous, on est les Américains, on est le meilleur pays, on peut faire le meilleur talent. Puis Elon, lui, son discours, c'est comme, non, vous comprenez même pas à quel point on a besoin des plus intelligents. On parle de 0,1%, 0,01%. Puis là, Vivek qui est comme, non, mais en fait, c'est un problème avec la culture des États-Unis, une culture qui récompense plus le joueur de football que le gagnant de compétition de mathématiques. Là, tu sais, il attaque frontalement la culture américaine. Puis Vivek Ramaswamy, c'est quelqu'un... D'ailleurs, c'est parce que Musk, il met de l'avant que la raison pour laquelle il est aux États-Unis, c'est grâce à ce visa-là. Parce que à la base, c'est pas un Américain, Musk. Non, c'est il est rentré sur un visa d'étudiant qui a overstay. Finalement, il y a eu un autre visa. Ça spark un gros débat... Sur le racisme. Sur le racisme, en fait. Puis même Elon qui appelle les gens qui sont contre ces visas-là des raging racists. La personne qui lead ce mouvement d'opposition à Elon, ça fait quand même longtemps, c'est Nick Fuentes, qui est comme littéralement un néo-nazi de droite très assumé, de droite identitaire, droite nationale chrétienne, qui lui est contre Elon depuis le début, est contre Vivek, puis que son espèce de groupe online qui s'appelle les Groypers, c'est ça leur terme, sont vraiment comme, il y a une intersection parce qu'ils sont vraiment anti-Israël, mais c'est par antisémitisme. Puis donc il y a vraiment une fragmentation de la droite américaine. C'est ça, puis Elon, il se pognait avec du monde sur Twitter. Instantanément après, tu voyais que ces comptes-là se faisaient ban. Il faisait des purges de comptes de Groypers adjacents. Tout ça va en venir qu'il y a vraiment eu une grosse chicane, des insultes, des épithètes, des subtards, mégatards, magatards. On parle maintenant aussi de woke right, donc la droite woke. C'est vraiment comme là, on a vraiment le mot woke, là, si on parle de simulacre. Ben là, on est dans l'hyper-réalité. C'est ça, exact. Ça, je pense que ça va arriver ici aussi. Je pense qu'une fois que Pierre Poilievre va gagner, ces gens-là qui sont remplis d'une agressivité profonde, ça va être sur de quoi d'autre. Parce que quand le camp néolibéral canadien va complètement s'effondrer, puis que les conservateurs vont avoir la majorité absolue, tu penses que ces gens-là, ils vont juste, genre du jour au lendemain, juste tweeter des choses positives? Je pense que ça va être un peu le même mécanisme. Fait que ça, c'est un out, l'unité de la droite. Ben, c'est déjà quelque chose dont j'ai parlé dans la presse, justement, en 2024. J'avais dit que ChatGPT, ça va être un peu out, mais je pense que qu'est-ce qu'on voit dans les médias, puis tout ça, c'est qu'il y a une espèce de dédain pour une esthétique d'image ou de texte, ou peu importe, de toutes sortes de contenus de médias qui semblent être générés par intelligence artificielle. Ça, tu l'avais collé dans un article de la presse de l'année passée. Ouais, c'est ça. Puis je pense que ça va continuer. Tu sais, tout ce qu'on disait par rapport au Spotify Rap, les gens disent « Ah, ça pue l'AI ». Quelque chose qui va nous apparaître comme sûrement de l'AI va susciter chez nous une genre d'énervement. Un film comme The Substance, on pourrait faire un parallèle avec ça parce qu'il y avait quand même, j'ai l'impression, peu d'effets spéciaux comparativement à une bonne emphase sur justement des costumes, des marionnettes, des prosthétiques, des prothèses, l'univers du monstre analogue, et là comme en espèce de contrepoint, puis aussi face à une espèce de, ben justement de saturation d'effets spéciaux, de saturation, d'opulence, de médias synthétiques, d'images synthétiques, on voit réapparaître finalement, on revalorise le physique, puis on voit ça même dans des films au cinéma, c'est même avec Beetlejuice, c'était tout ça le discours autour de ça, même avec Wicked, on parlait que les décors ont été faits. Les scènes avec beaucoup de gens, tu sais, parce que maintenant, même les espèces de scènes de foule
quand tu vois beaucoup de gens dans un plan, c'était généré par CGI. CGI, c'est Computer Generated Images. Fait que c'est ça, toutes les espèces de fonds verts dans Wicked. On met ça en scène dans le marketing du film. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on va dire, non mais ce film-là... Ils ont souligné le fait qu'il avait vraiment créé des décors de toutes pièces, qu'il avait créé un univers, que c'était physique, que les Puis gens ça avaient paraît, vécu. parce que ça paraît quand tu regardes le film, à quel point, tu sais, quand tu regardes Wicked, à quel point la caméra elle bouge tout le temps pendant les gros performances, parce qu'il y a beaucoup de gens. Ben tu peux pas faire ça nécessairement quand tu travailles avec un fond vert, là, parce que ça apparaît beaucoup le mouvement quand c'est des décors artificiels. Mais là, vu que t'as vraiment construit un set, qu'il y a vraiment 100 personnes, 150 personnes en train de danser, ben tu peux bouger la caméra tout le temps. Puis même, c'est ça, dans The Substance, c'était vraiment mis de l'avant, dans Beetlejuice, c'était vraiment mis de l'avant. Il me semble qu'il y avait même un autre film que c'était ça aussi. Puis moi, c'est un de mes outs aussi, puis là, on parle de cinéma, moi j'ai juste mis out Disney. Je pense que là, le nouveau Mufasa vient de sortir, puis nous, justement, quand on est allé voir Wicked... C'est pas Simba? Sinon, je pense que c'est le nom du film. C'est Mufasa. Le Roi Lion. On l'a vu la bande-annonce quand on est allé voir Wicked. Ok, ouais. Tu sais, c'était genre semi-computer generated, réaliste prequel du Roi Lion. Hyper réaliste. Une histoire qui ne fait même pas partie du canon du Roi Lion, donc on a inventé une histoire, un peu faire comme ils ont fait avec Magnificent, là, avec... comment qu'elle s'appelle, Angelina Jolie, genre raconter l'histoire d'origine d'un vilain, mais comme un peu, en fait c'est un peu Wicked, mais Wicked le fait avant. Mais c'est ça, toute cette idée que Disney est en train de ruiner leur propriété intellectuelle avec ces films-là. C'est tout ce qui est rapport à leur propriété intellectuelle, puis les films qu'ils font basés sur des vieilles propriétés intellectuelles, ils sont tout en train de gâcher leur legacy avec des films comme Moana en vrai, Blanche-Neige en vrai, là, avec qu'est-ce qu'ils font avec l'univers des super-héros, comment ils ont ruiné Marvel post-Avengers Endgame, tu sais, ils sont vraiment en train de perdre qu'est-ce qu'il y avait l'âge d'or, le nouvel âge d'or de Disney des années 2010, parce que c'est la dégringolade. Non seulement Pixar était up, Star Wars était up, Marvel était up pendant les années 2010, puis là c'est vraiment là le Mufasa qui vient de sortir, parce que j'ai regardé une espèce de compte rendu du box-office, performe vraiment en dessous des attentes. Tu sais, Disney là, à la fin des années 2010 là, c'était une machine à imprimer de l'argent là. Ça faisait tellement d'argent Disney, puis moi je parle juste de leur côté cinéma là. Je parle pas des parcs là, mais vraiment de leur studio de production de films. Ça se passe pas, puis je pense qu'il y a beaucoup de discours dans les espèces de film Twitter ou film talk sur à quel point les gens sont tannés de la propriété intellectuelle, puis ils découvrent, en fait, pendant longtemps le discours c'était tous les films qui sortent, c'est pas des films originaux, mais c'est juste que c'était pas les films qui étaient mis de l'avant, mais pendant tout ce temps-là, il y avait du cinéma d'auteur, il y avait des films indépendants, il y avait des films de plus petits studios. Tu sais, là, on voit la montée en proéminence d'un studio comme A24 depuis des années, c'est genre juste comme la réponse. Pourquoi Disney fait ça? Pour maximiser les profits. Parce que c'est la stabilité, c'est pas la prise de risque. Tu veux miser sur quelque chose que les gens connaissent déjà, tu vas avoir plus de chances statistiques. Non, mais parce qu'ils ont besoin de faire d'argent puis de plaire à leurs investisseurs. Donc, c'est un processus un peu semblable à ce qu'on dit l'enchitification, l'emmerdification, mais j'ai vu aussi sur les réseaux quelqu'un qui disait, tu sais, l'emmerdification ou l'enchitification d'un produit médiatique, c'est juste le capitalisme. Ça fait ça, le capitalisme. T'es pas obligé de trouver un nouveau mot pour parler du capitalisme, puis le découvrir comme si c'était un fait qui était nouveau. C'est intéressant, ça. OK. Moi, j'ai noté dans mes le story time. Puis c'est vraiment quelque chose qui est présent dans la culture web depuis vraiment longtemps, je dirais. 15 ans. Tu sais, Get Ready With Me, par exemple, moi, j'étais vraiment dans l'univers du maquillage, puis c'est des femmes qui profitent, ou des hommes, ou des sortes de personnes, mais qui profitent du moment où ils vont se maquiller pour jaser avec leurs abonnés, puis souvent raconter, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie récemment, ou une anecdote. Dans la dernière année, on a vraiment vu ce type de conte oral numérique se déployer, notamment à travers la figure de Risa Tissa. Who the fuck did I marry? Qui a raconté, je pense, en 50 épisodes sur TikTok, 50 épisodes de 10 minutes, fait que je sais pas c'est quoi les maths, mais beaucoup d'heures, comment elle en était venue à marier un menteur compulsif. C'est quelque chose qui se répète, là, je sais pas si tu as vu récemment, il y avait comme la Olive Oil Girl, donc là, c'était pas raconté de façon orale, mais avec des espèces de vignettes, donc un carrousel de vignettes, puis là, on apprenait l'histoire folle d'une fille qui s'était faite un masque d'huile d'olive capillaire, puis finalement,
elle avait glissé sur une flaque d'huile, elle avait perdu connaissance, elle s'était réveillée en plein milieu de la nuit. Tu sais, tout ça a déboulé, la police est arrivée, bref, c'est devenu viral. Mais je pense que les conteurs sont des figures, tu sais, on peut dire que Risa Tissa, c'est une conteuse. Elle a ce don-là d'accrocher les gens, d'établir un lien d'intimité. Je veux dire, elle crée une forme de suspense, finalement, puis tout ce qu'elle fait, c'est raconter sa vie. Fait que l'art du conte, je pense, c'est quand même présent, puis ça va prendre une certaine place au niveau des gens qu'on va décider de suivre ou non sur les réseaux. Mais surtout le FaceTime content, avec la caméra de devant, filmé en vertical, genre comme si tu FaceTimais quelqu'un, c'est vraiment ça le go-to content. Puis des espèces de récits qui parlent de nos vies, mais qui se déploient en plusieurs épisodes. Fait que je pense que le maximum de temps que tu peux faire une vidéo sur TikTok, c'est 10 minutes encore. Fait que peut-être, genre, partie 1, partie 2, partie 3. Puis là, ça va, tu sais, t'espères juste que les gens vont tomber dans ton espèce d'histoire, puis vont vouloir la binge. Littéralement, comme on binge un téléroman ou une télé-réalité. Puis c'est ça qu'on fait quand on est vraiment investi dans une histoire. Grâce aux romans audio qui sont disponibles gratuitement sur la plateforme audio de Radio-Canada, je me suis mise à rattraper un peu mon retard en termes de littérature québécoise. Puis j'ai récemment écouter la version qui n'intéresse personne de Emmanuel Pierrot qui était paru au Cartanier, il me semble, l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref, c'est vraiment bien réalisé. C'est pas tous les romans sonores sur audio qui sont comme ça, mais là, il y a vraiment une ambiance sonore. Tu sais, il y a toutes sortes de... C'est intéressant comme à écouter, pour vrai. Puis c'est le genre de produits médiatiques que moi, je binge. Mais dans ma tête, ce livre-là aussi fait partie d'une forme de conte de My Lore. Je vais vous raconter ma version des faits. D'ailleurs, le titre, c'est la version qui n'intéresse personne. Puis ce type de littérature, de produits médiatiques-là, je pense que ça va se tailler une place quand même significative. Ouais. Ben, elle est déjà présente, mais c'est quand même quelque chose qui nous intéresse. Aussi. Moi, je pense, tu sais, t'en as mentionné brièvement, vraiment tout ce qui a rapport aux extraterrestres. OK. Genre E.T.? Non, aux UFO ou les UAPs, les Unidentified Aerial Phenomenon. Ça, il y a plein d'audiences publiques. En fait, tout ça commence avec un article du New York Times en 2017 qui, pour la première fois dans un grand média américain, parle du fait qu'il y a des documents classifiés, il y a des pilotes qui ont vu des phénomènes aériens qu'ils peuvent pas expliquer. Il y a même des programmes, des services secrets qui sont cachés. Il y a pas de transparence gouvernementale. Puis tout ça déboule à des audiences devant le Congrès en 2022, en 2023, où est-ce qu'on voit clairement des anciens militaires qui disent qu'ils ont recover, tu sais, il y a tous des clips que je vais mettre qui ont recover de la matière biologique, de choses, de vaisseaux qu'on connaît pas la provenance, qu'on sait pas s'ils viennent d'ailleurs ou d'un autre monde. Il y en a qui disent clairement que oui, ça vient d'un autre monde. In 2017, the New York Times published a story exposing a secret government program investigating UFOs. That story was kind of a catalyst for a lot of things that have happened since. Members of Congress started to ask questions. Instruments report there is something there. Puis avec ce qui s'est passé au New Jersey la semaine dernière, où est-ce que des centaines de citoyens ont vu des drones de la taille de des VUS qui volaient au large du New Jersey et par-dessus leur propriété. Moi, je pense que ça va juste, avec Trump qui rentre au pouvoir, je pense qu'on va juste culminer quelque chose. Je sais pas s'ils vont nous annoncer qu'il y a des extraterrestres l'année prochaine, mais je pense que ça va être dans l'air. Les objets volants, moi, je pense que c'est in à 100%. Le mystère aérien. Le mystère aérien. OK. Puis qu'est-ce qui est out? Ben, pour faire une espèce de throwback à... Puis ça, c'est mon dernier out, là. Moi, j'ai passé mes 5 out. Okay. C'est pour faire un throwback à mon out de l'année dernière. Je go back-to-back avec Netanyahou à out. Cette année, on a eu l'inculpation. Moi, je pense que cette année, Netanyahou... son procès pour corruption, il y a de quoi qui se passe, il est plus à la tête de... Mais je pense qu'il est out, définitivement. L'année passée, il est out as fuck. L'année passée, je l'ai mis. On a quand même eu, l'inculpation, justement, reconnaître coupable par la Hague, mais... Mais je suis pas sûre s'il va être... Tu sais, Trump, va quand même... Je pense qu'il va le répudier. Parce que je pense que Trump, qu'est-ce qu'il veut, c'est arrêter la guerre, arrêter le génocide. Puis là, du moment que ça va arriver, son espèce de procès pour corruption qui est encore là, il y a de quoi qui va se passer. Il y a beaucoup de dissensions en Israël, il y a beaucoup de gens qui sont opposés au régime de Netanyahou. Ah oui. Fait que juste ça, je pense que ça s'en vient. Ça fait 2 ans de suite que je le mets, là. Je pense que je le mettrai l'année prochaine, ça change un peu. Moi, j'ai mis les Kardashians out. Moi, je trouve que Kylie est tellement in. Non, mais je pense que les Kardashians, en tant qu'unité médiatique, la famille en soi, je pense qu'elle a vraiment moins de pertinence culturelle.
moins in touch avec le zeitgeist. Ok, désolée, je l'ai dit encore. C'est les pionniers, comme je disais, plutôt de l'économie de l'attention. C'est vraiment comme emblématique, je pense. Quand on parle des médias sociaux, par exemple, Snapchat, Instagram, c'est la figure emblématique, c'est la famille Kardashian, célèbre parce qu'ils sont célèbres. T'sais, quand on parle de ça, c'est eux. Puis je pense que depuis ce temps, depuis, mettons, les 10 dernières années, le paysage s'est fragmenté, s'est multiplié, a changé. Il y a des nouvelles figures, notamment, on en a beaucoup parlé dans la podcast, mais des streamers, des gens qui font du streaming avec lesquels tu peux avoir des relations peut-être plus immédiates. Les Kardashian, pour moi, notamment Kim Kardashian, ils ont peut-être moins d'importance en ce moment. Puis le luxe ostentatoire qu'ils ont mis de l'avant aussi, c'est quelque chose qui est moins favorisé dans l'œil du public. Puis on l'a vu vraiment beaucoup cette année avec les campagnes médiatiques numériques, la guillotine numérique, puis tout ça. Puis d'ailleurs, elle a sorti une vidéo juste avant Noël, Santa Baby, qui avait une esthétique un peu creepy, eerie. Puis je pense qu'elle essayait de justement verser dans le cinéma d'auteur. Hein. C'était dirigé par Nadia Lee Cohen puis Charlie Dennis. J'ai eu cette impression que Kim K essayait de se réinsérer justement dans le zeitgeist qui, cette année, a notamment été porté par des figures de pop comme Charlie XCX, Brat, comme Chappell Roan. Donc, des gens qui ont pas peur d'aller dans le grotesque, mise en scène d'une certaine trashiness. Je trouvais que pour elle, je la regardais dans cette vidéo-là, marcher à quatre pattes dans un appart désaffecté, je sais pas trop, ça fit pas. C'est juste comme sa marque, son espèce de branding, son image de marque est tellement forte que je pense qu'elle s'est un peu calcifiée, qu'elle est moins malléable ou elle peut moins la modifier aussi facilement. Tu sais c'est quoi pour ça? Tu sais c'est à cause de quoi c'est? Non. C'est à cause qu'elle est plus avec Kanye. Ouais, peut-être. Tu sais, un autre signe que j'ai l'impression que c'est un peu la floppy-rat des Kardashians, c'est que c'est beaucoup leurs enfants qui sont mis de l'avant. Tu sais, comme par exemple, dans le cas de Kim, c'est... North, puis dans le cas, mettons, des Barkers, il y a beaucoup Alabama Barker. Tu sais, c'est comme s'ils préparaient déjà la prochaine génération, puis ils savaient aussi qu'il y avait une espèce de fatigue où tu pouvais pas toujours rester le roi ou la reine de la montagne pendant... Il y a une limite temporelle à ton hégémonie culturelle. Le fait que Kylie Jenner soit avec Timothée Chalamet, ça, c'est quand même iconique. Ouais. Comme ils ont même pas encore commencé à cash off cette relation-là. Ouais. Timothée Chalamet, c'est comme le top dog. Là. Ouais. C'est le Leonardo DiCaprio de notre génération. Là. Ben, je suis d'accord. Il y a une opération, un pivot dans son image de marque à Kylie Jenner, mais il faut quand même dire que, par exemple, son empire cosmétique s'était bâti il y a flop cette année. Là. Attends, ben, moi j'ai mon dernier in. J'ai mis la musique québécoise. Puis je pense que ça, c'est ton dernier in? Ouais. T'as même pas parlé du nationalisme? Ben c'est comme dans ce point-là, en fait. Okay. Parce que je pense que, dans le fond, le nationalisme québécois, le souverainisme va revenir encore plus que cette année. L'année prochaine, ça va être encore pire. Puis l'année d'après, encore plus, quand il va y avoir les élections en 2026. Dans le dernier mois, il y a comme un utilisateur TikTok qui s'appelle Sondex, qui est comme un jeune qui a l'air d'être un adolescent, qui a commencé à se filmer en train de faire du lip-sync sur des chansons classiques du répertoire québécois, puis c'est devenu immensément viral, donc plus que des dizaines de milliers de likes par vidéo, des centaines de milliers de vues, puis ça a fait naissance à une nouvelle trend qui était comme de faire du lip-sync sur des vieilles chansons québécoises, puis je pense que ça va juste sweep, genre ça va continuer, genre je pense que ça va... Ça va prendre de l'ampleur. Genre on va de plus en plus avoir des discours sur la musique québécoise. Il va y avoir encore plus... Tu sais, il y a comme une grosse scène émergente de musiciens québécois, comme dans la région de Québec, puis à Montréal aussi, mais je pense qu'ils vont juste plus monter de l'avant. Moi, en tout cas, je veux écouter plus de musique québécoise, fait que c'est comme une résolution. Mais... Ben pourquoi? Parce que ça va être en synergie avec la montée du nationalisme québécois. Puis peut-être que ça travaille de concert, là, dans le sens que nous, on a couvert Kinji. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. La Saint-Valentin, je lui ai donné une fleur de lys. Des choses illégales, j'en fais pour la fleur de lys. Jean Chrétien, c'est un tabarnak, il a volé ma fleur de lys. Je pense qu'on va le mettre dans... On l'a mis dans le mix au début, mais... une espèce d'extrait d'un groupe qui se prétend être les successeurs des Cowboys Fringants. Et on s'appelle classe moyenne, les colocs c'est déjà pris. On a la phobie de la trentaine, est-ce qu'on peut profiter de la vie? Classe moyenne. Sauf que si je pourrais ajouter, genre, apporter un bémol, c'est que une des forces des Cowboys Fringants résidait dans leur texte. Puis là,
je dirais que les paroles, ça pourrait... Faut que tu ailles les aider à écrire. Ben, j'ai Ça j'ai pourrait être amélioré. J'ai fait une erreur, j'ai un autre in après ça. Ok, ouais. Ben, moi, j'en ai aussi, là, d'autres C'est ça, in. j'ai mal... Mais c'est ça, fait que je pense que la musique québécoise, la musique francophone, l'indépendance du Québec, parce que moi, ma théorie sur la montée de l'indépendance du Québec, ça passe par la culture, fait que ça va passer par la musique, qui est comme... Puis pourquoi pas les écrivains, les peintres, les... Il faut des pop stars. Ok. Il faut des posts. Ah non, c'est ça que je voulais dire aussi sur la musique québécoise. J'ai comme un gut feeling que Star Academy est in. Je vois les previews, j'ai vu les vidéos, la stratégie TikTok, puis ça va tie-in avec mon autre in. Là. Combien tu paries? On est dans un paradigme spéculatif. 0,015 Bitcoin. Ouais, je pense que Star Academy va être in, puis c'est ça, je vais en parler dans mon prochain in, tu peux y aller. Ok, wow. Ben là, moi j'ai dit qu'un des in pour l'année 2025, ça serait la figure du justicier de type vigilante gunman à la Luigi Mangione. Celui qu'on prétend être l'assassin du patron de United Healthcare. Donc, on va avoir cette espèce d'amour pour ce genre de figure-là qu'on a déjà rapproché d'ailleurs de Robin des Bois. Donc, quelqu'un qui est là pour faire advenir la justice qui ne réside plus et qui ne réside pas dans le système de justice. Fait que tu penses qu'il va y avoir d'autres Luigi Mangione? Ça pourrait effectivement partir une genre de tendance, de courant. Souvent, la violence ou par exemple les tueries de masse aux États-Unis, c'est associé avec une éruption de nihilisme, de désespoir nihiliste qui nie tout sens et qui est au final une forme d'autodestruction mais qui emporte les autres avec lui. Alors que dans le cas de Mangione ou dans le cas du justicier armé, porteur d'espoir. L'assassinat est porteur d'espoir et porteur de sens et c'est comme une espèce de... On essaye finalement à travers ça de changer le monde ou d'avoir un effet sur le monde. Donc c'est le contraire du nihilisme. Puis moi je dirais même que la figure, puis là ça c'est pour reprendre Baudrillard que je viens juste de lire, mais la figure du terrorisme entre guillemets ou c'est une figure qui... Là après ça c'est tu sais je marche sur des œufs un peu mais qui fait... C'est un moment de réel dans l'hyper-réel. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça, c'est que, puis là, qu'on vit dans une époque où on a l'impression que l'apocalypse va arriver d'un moment à l'autre, tu sais, où avec, on parle d'AI, on parle de, les robots vont nous détruire, la planète va exploser, c'est le réchauffement climatique, fait qu'on vit avec l'espèce de menace ou même la certitude que la catastrophe s'en vient, va advenir ou est déjà en train de se produire. Le justicier masqué ou le justicier, qu'est-ce qu'il fait advenir? Il produit ou il reproduit la catastrophe réelle. Mm-hmm. Okay? Puis qu'est-ce qui... En fait, c'est... Puis là, ça, c'est une autre quote de Baudrillard. Mais tu sais, j'en profite, Ce à quoi s'emploie le terrorisme, c'est faire surgir une violence réelle, palpable, contre la violence invisible de la sécurité ou de l'État. Ou... Tu sais, puis ça, on en a déjà parlé avec Luigi, puis en tout cas, désolé, mais c'est juste pour dire que c'est un moment de réel dans l'hyper-réel. C'est un moment où on voit la violence réelle. C'est un moment matériel. Ouais. Alors que sinon, la violence, elle est cachée. Moi, mon prochain in, c'est vraiment l'adoption complète des plateformes numériques par les médias québécois. Fait que je pense que cette année, c'était vraiment l'année test pour tous nos grands médias québécois, médias d'héritage, de publier du contenu sur YouTube puis sur TikTok. Tu sais, TikTok, ça fait un peu plus longtemps, du contenu vertical. Là, vraiment, le contenu horizontal publié au complet sur YouTube, comme les médias de Cogeco, de Québécois, de Radio-Canada font. Je pense que cette année 2025, ça va être l'année où est-ce qu'ils vont aller all out. Tout le contenu qu'ils publient, même Télé-Québec qui publie des documentaires complets sur YouTube, publie des émissions de Stéphane Bureau presque au complet sur YouTube. Je pense que cette année, enfin 2025, 15 ans plus tard, ça va être l'année de l'adoption complète. Et je pense que c'est une bonne chose ultimement. Mais je pense que c'est in. Cogeco a mis l'entrevue de fin d'année de Patrick Lagacé avec Pierre Poilievre sur YouTube. Elle a fait 100 000 vues en 2 jours sur YouTube. C'est la course en fait. Je sais pas comment ils vont incorporer ça dans Numéris ou dans leur plan de vente d'annonceurs, mais je pense que ce serait la prochaine étape. Puis on voit déjà le 98.5 qui au début publiait des extraits sans faire de thumbnail, puis là ils ont compris comment faire des miniatures, mais les thumbnails, dans la photo sur laquelle tu cliques sur YouTube, là ils ont compris comment en faire, là, ça a généré encore plus d'engagement. Radio-Canada fait pas encore de thumbnail tant que ça.
Cube fait pas du tout de thumbnail. Fait que là, ça va être ça, la prochaine curve, ça va être l'apprentissage de l'usage de la plateforme, puis ça va venir par engager du monde, soit qui œuvrent déjà là, ou des jeunes qui ont beaucoup consommé ça, qui sortent des écoles de com. Genre, je suis même pas stressé que ça va arriver. Mais je pense même pas que les écoles de com, les universités qui enseignent la communication, par exemple, l'UQAM, donnent des cours. Non, mais je pense que les jeunes qui sortent de là, eux, ils savent. Une vignette, une miniature, c'est justement, ça fait pas partie de ce que... C'est un savoir qui est pas encore institutionnalisé, là, je pense pas. Non, c'est ça, mais c'est par l'usage, par les... Ouais. Moi, c'est juste par leur âge que genre je leur donne quand on est, ils vont trouver un qui sait comment Photoshop un thumbnail. Non, mais je dis ça parce que c'est intéressant de penser que l'expertise médiatique, en ce moment, elle se retrouve peut-être moins dans des institutions que justement dans l'usage. Comme les communications publiques de crise comme sujet de conversation et d'analyse. C'est niche, mais ça veut dire les PR crisis. Okay, puis justement, ce matin, je suis tombée sur un TikTok de Farnell qui faisait une analyse de relations médiatiques, donc de PR, par rapport au retour à la télévision de... Guillaume le Métivier. Exact. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est directement collé sur mes prédictions. Qu'on soit d'accord ou non avec les choix qui ont été faits dans cette publicité-là, c'est un coup de génie de relations publiques à plusieurs niveaux. Je pense que ça vaut la peine d'en parler. Les relations publiques, c'est un euphémisme qu'on utilise maintenant parce que c'est vraiment une industrie. Ça désigne, en fait, la propagande. Ça a été que le terme relations publiques, ça a été créé par le neveu de Freud. Non, je savais pas. Ah, ça dit dans le documentaire The Century of Self de Adam Curtis. Ouais. Quand il y a une crise, en fait, une crise de relations publiques, ça veut dire que, bon, ton client, par exemple, la personne n'est pas vue de façon favorable médiatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire l'impact de la mauvaise publicité. Puis c'est ça qui va être analysé, c'est ça qui est déjà analysé. Pourquoi? Parce que le mécanisme de l'annulation est au centre de nos rapports médiatiques et sociaux. Ça fait partie de notre société, ça fait partie des réseaux sociaux parce que on est en particulier lié finalement maintenant avec l'idée de notre image de marque, là, personal brand. Donc c'est comme si on était tous notre propre entreprise, on dirigeait notre entreprise qui était collée à notre image publique et à travers cette entreprise-là, ben, on devait gérer des crises de relations publiques. Je l'ai déjà dit dans un article de la presse, mais les réseaux sociaux, c'est aussi devenu un lieu d'éducation sur le monde des célébrités et sur la mécanique des relations publiques en particulier. Il y a même une TikToker qui est devenue vraiment populaire dans la dernière année qui s'appelle Molly McPherson, qui est justement quelqu'un qui travaille dans le PR. À chaque fois qu'il y a une crise, elle va l'analyser, elle va donner son opinion, son take sur la crise, puis comment elle ferait pour la gérer. Je pense que les espaces comme Reddit au Québec sont vraiment avant-gardistes dans ce genre de discours-là, parce qu'ils font ça quand même depuis 2-3 ans maintenant. Oui, c'est ça, ça l'arrive, mais c'est quelque chose que j'avais couvert cette année dans la presse, notamment avec la disparition de Kate Middleton, puis l'espèce de photo altérée qu'elle avait publiée sur Twitter. Ça, c'est une crise médiatique de relations publiques. Après ça, il y a eu juste avant, je pense qu'il y avait le divorce médiatique de Joe Jonas et Sophie Turner, donc 2 célébrités qu'on s'en fout. Mais ça l'avait fait les manchettes parce que après la demande de divorce de Joe Jonas, il y a eu vraiment une opération de communication qui avait été lancée par son équipe, une campagne de salissage que les tabloïds américains reproduisaient. Puis là, les gens, le public, étaient pas dupes, finalement. On sait que c'est une campagne de salissage. On est vraiment conscient maintenant des mécanismes qui encadrent la circulation des messages et de ce qu'on pourrait appeler les campagnes de salissage, donc les façons de diffuser dans l'espace comme des discours, puis d'influencer... Les psyops. D'influencer l'opinion publique. On sait aussi que les campagnes de relations publiques, ça fonctionne parfois de concert avec certains médias qui sont établis, par exemple la presse à potins britannique, etc. TMZ et tout ça. Puis que... Hein? TMZ, je veux dire. TMZ. Ouais, puis là, d'ailleurs, il y en a une grosse crise médiatique qui occupe quand même nos écrans et c'est celle qui oppose l'actrice Blake Lively à l'acteur Justin Baldoni. Je pense que c'est intéressant parce qu'on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est l'univers du faux, de la désinfo, puis tout ça, mais au contraire, puis ça, je l'ai déjà dit aussi dans la presse, mais ça peut stimuler, favoriser ce qu'on appelle l'intelligence collective et ça fait aussi en sorte qu'une certaine génération ou certaines personnes développent une meilleure littératie numérique. Puis ça, c'est ça aussi que j'ai dit dans une entrevue, comme c'est faux de croire que c'est un monolithe unique de gens
parce que le discours qui revient plus généralement, c'est que les réseaux sociaux diminuent la littératie médiatique. C'est le contraire. C'est juste, c'est les deux en même temps. Non, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, qui est très méta. Puis même Café Snake, c'est méta. Ça veut dire qu'on produit un contenu qui est autoréflexif. On réfléchit sur les médias en soi. Moi, je pense que ça favorise une littératie médiatique. Je pense que c'est les deux, parce que c'est pas tout le monde qui gravite vers ce genre de contenu-là. Là. Puis dans les masses, je sais, parce que je vois aussi tellement, il y a tellement de gens que leur niveau de littératie médiatique est basse. Juste dans les commentaires qu'ils laissent en dessous de mes vidéos, en dessous des vidéos que je regarde, il y a du monde qui savent pas comprendre quand tu fais une vidéo, puis que t'enfiles 2 idées, qui ont pas le niveau de compréhension assez haut pour comprendre que t'as enfilé. Il y a du monde qui ont vraiment un bon niveau de littératie médiatique, mais dans une ère hyper médiatique, il y a aussi un contingent de gens que eux, ça augmente leur littératie médiatique, les réseaux sociaux. Je pense que les deux existent en même temps. Puis je pense pas. Je pense que de tomber dans la caricature de faire non, en fait, les médias sociaux, ça augmente la littératie médiatique, c'est la même erreur que les gens qui disent que ça la diminue. Ben, moi, mon argument... Je pense que c'est les deux en même temps. Oui et non, parce que je pense qu'on a... on a presque un devoir de parfaire notre littératie médiatique parce que, puis ça je l'ai déjà écrit, je vais te le lire, dans un monde où notre présence numérique nous rend hyper visibles, parfaire notre éducation médiatique se présente comme un atout essentiel, une vraie stratégie de survie. C'est comme, t'as pas le choix si tu perçois, mettons, les réseaux sociaux, le monde numérique comme étant, tu sais, une partie de ta vie. Ça fait partie des aptitudes que tu dois développer pour... Mais à l'échelle de la population, la majorité du monde n'a pas un rapport à l'existence comme ça, ou autant analytique. Genre, c'est juste ça que c'est la... Ben, plus ça... Je veux dire, peut-être pas certaines personnes qui n'ont pas nécessairement grandi avec ça, mais je pense que les plus jeunes générations, je pense que ça devient quelque chose qu'ils vont acquérir, c'est des atouts. For sure, mais je veux dire... Moi, je pense juste pas que c'est... Je pense que c'est les deux en même temps. Après, c'est sûr que pour développer une littératie médiatique, il faut que tu aies des atouts de base, des compétences de base, donc lecture, écriture, puis que tu sois aussi capable de faire de l'analyse critique. Donc, c'est sûr que tu as besoin de ça. Si tu n'as pas été capable d'acquérir ça, ce que tu devrais acquérir à l'école primaire, secondaire, c'est dur d'être capable. Puis je trouve que médiatiquement, mais il y a plein de gens comme ça. En fait, je serais même prêt à dire qu'une bonne partie des gens sont comme ça. Ouais. Parce que moi, je te dis, j'ai tellement été overexposed sur Internet puis lire des commentaires de gens. Non seulement ils répondent même pas à ce que je dis, ils répondent à quelque chose qui n'a jamais été dit. Genre. Fait que je suis comme juste genre, puis je me demande, j'aimerais ça discuter avec ces gens-là. Moi, je trouve que c'est beaucoup de gens dans la société. Puis tu vois sur Twitter, sur TikTok, tu lis les commentaires. Mais est-ce Facebook. que c'est des gens d'une certaine génération? Non, même des jeunes. Ça, c'est un mythe aussi. Même des gens jeunes. C'est juste... Il y a plein de gens qui comprennent juste pas. Moi, j'ai la ferme conviction. Mais... Puis je pense qu'il faut parler à ces gens-là aussi. Fait qu'il faut faire des shit très simples, des shit très populistes. Mais là, je parle de politique, là. Mais des shit oversimplifiés, évidentes, émotionnelles. Ouais. Parce que c'est assez... Venir les chercher comme ça. Parce que ça, les émotions, c'est universel. Je serais juste curieuse de... Tu sais, c'est juste un discours... Tu sais, je veux pas tomber non plus dans l'oup, justement. Tu sais, de m'inscrire de façon binaire par rapport au discours ambiant. De je pense que c'est ça le piège. Les médias sociaux, ça nous pourrit le cerveau, puis après, on n'a plus de distance critique, on n'est plus capable de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut. Moi, je suis comme, non, ça peut, au contraire, favoriser une certaine littératie médiatique, mais je pense que le niveau de littératie médiatique que certaines personnes atteignent en ce moment n'a jamais été aussi fort, poussé. Des gens qui n'ont pas étudié la théorie des médias, genre moi, j'ai pas étudié ça, puis je veux dire, je trouve que ça fait partie du discours, c'est quelque chose qui apparaît finalement. Ça, je suis d'accord. OK. Good. Sinon, tu vas passer un mauvais quart d'heure. J'avais un out que j'ai pas dit. Ça tombe un peu dans le out que Mounir avait dit l'année passée. Mais la politique identitaire, les identités, utiliser son identité pour faire valoir certains points. Je pense qu'on en est venu socialement, en tout cas du moins c'est sûr que la droite a favorisé ce discours-là, mais on en est venu à identifier cette politique-là au statu quo. Ça a été quoi? Tu parlais big business, par les banques? L'idée, c'est que les gens, en ce moment, en tout cas, par rapport à tout ce que j'ai lu dans la dernière année, puis à ce que j'ai vu aussi,
C'est qu'on a plus tendance à aller vers ce qui est justement le contraire du statu quo. On a tendance à favoriser quelque chose de perturbateur, quitte justement à prendre des risques. Ben voilà, c'était ça. Puis là, maintenant, on va en profiter pour faire un peu comme lire un... Mais là, je vais lire en rafale les in puis les out des gens de notre Patreon. Sans contexte, puis on va voir... Fait que les in de nos abonnés Patreon. Choisir rapidement un film à écouter. Les pantalons en cuir de cow-boy ouverts au niveau de l'entrejambe. La couleur rouge sang. La transgression. La crème de menthe. La broderie. Les lip dubs. Les lip dubs, c'est drôle. Marcher. Ça, c'est drôle parce que l'année passée, j'avais écrit se promener dans In. Wow. Les insectes. Le pantomime. Le cinéma direct. Flicker. Les vampires. Les chapeaux. Le tricot encore qui revient. Glenn Miller. Lire des livres, In, ok. Les débris spatiaux. Voter pour n'importe qui d'autre que libéral ou conservateur. Louer des livres à la bibliothèque. Le logement social. Tous les spritz sauf avec l'apérole. Ok. Attends, moi j'en ai un dans les out au niveau cocktail. Attends, mais là, dans les in. Ok. Le long form content, consulter Instagram seulement sur son ordi et un Québec libre, ok. In, se coucher tôt, l'hydromel, le mascara brun, Zach Fox. Moi j'aime Zach Fox aussi. Vendetta populaire, fait que c'est en mode lutte des classes. Justier, ouais. Comeback, le troc, ok. In, la souveraineté, In, Café Snake. Ok, out. Expresso martini. Ok, out. Manger à des heures fixes. Les institutions. Le juste milieu. Le air fryer. Les complices du génocide. Les rénovations. Les cinéphiles qui disent haïr le cinéma. Le AI. François Legault. Les snark Reddit, surtout avec les scandales de astroturfing. Ok, c'est intéressant. Le Parti conservateur, son legit. Mettre ses enfants sur les réseaux sociaux. ChatGPT. La famille Abatiello. Ça, c'est drôle, c'est tellement random. Je pense pas qu'ils vont être out, non. La Romantasy. Tesla. Griffintown. Les médias d'héritage. Le tag World Music. Course à pied dans la vingtaine. Ça, c'est tellement niché. Out. Le quinoa. Ouais. Moi, je suis quand même in sur le quinoa, là, je sais pas. Ok, fait que ça, je pense qu'on les a tous lus, de nos abonnés Patreon. Merci à tout le monde. T'es sûr? Ouais. Ok, ben merci à tous et à toutes, puis on a vraiment du plaisir à faire ça cette année avec vous. On continue en 2025. À chaque semaine, on sort un épisode. Ouais, il y a un épisode disponible complètement sur nos fils gratuits, puis un épisode disponible au complet seulement sur notre Patreon. On a quand même fait 23 semaines consécutives de Café Snake. C'était vraiment nice. Merci à la communauté que ça a été créé, aux gens qui sont sur Patreon. Ce n'est qu'un début, comme disait Star Academy. On vous souhaite le meilleur pour l'année qui s'en vient et on vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, de la santé, du bon temps et plein de belles choses. Et la musique d'intro d'outro est faite par Azlo, A-Z-L-O. Et faites attention à vous. Bonne année. Bye!